Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot et vous écoutez un nouvel épisode de votre émission La Ville en pratique dans laquelle nous parlons d'urbanisme, mais souvent tout de même beaucoup d'architecture et de construction. Et bien d'ailleurs aujourd'hui je vous propose de parler un peu de ce sujet. Il y avait eu en début d'année au musée des Beaux-Arts de Taipei une exposition sur l'architecture taïwanaise, une exposition qui retraçait l'histoire même de l'architecture de Taïwan entre 1949 et 1983. Vous l'avez compris, on est après-guerre, pendant le gouvernement de Chiang Kai-shek à Taïwan. Et donc il y a pas mal de choses à voir, à comprendre dans cette exposition, et je trouve ça intéressant qu'un musée qui ne fait pas souvent de la place à l'architecture ait décidé d'ouvrir plusieurs mois avec une exposition sur ça. On va faire un petit peu le point là-dessus dans l'émission. Alors attention, interrogation, est-ce que vous connaissez bien l'architecture taïwanaise? Si vous écoutez l'émission, j'espère que vous y connaissez un tout petit peu. Et bien effectivement, là, l'exposition qui a été présentée au musée des Beaux-Arts s'intéresse principalement à une période assez précise, on va dire des années 50 aux années 80-90 à Taïwan. Et bien c'est normal puisque l'architecture de Taïwan après la Seconde Guerre mondiale est souvent considérée comme pratique assez moche, une architecture qui est vue comme une architecture construite de manière temporaire, on va y revenir. Et pourtant, dans ces années-là, les années d'après-guerre, surtout dans les années 60, 70 et 80, eh bien, il y a eu des grandes constructions à Taïwan, et ce qui conduit aujourd'hui, en grande partie, à ce que sont les villes taïwanaises aujourd'hui. Et j'irais même un peu plus loin en disant que ces choix urbains et architecturaux, eh bien, vont influencer fortement les villes d'aujourd'hui, et donc la vie des citoyens. Alors il faut savoir que dans ces années-là, il y a eu plusieurs courants qui se sont mélangés avec des perspectives et des objectifs différents. Dans l'émission, nous avons parlé à plusieurs reprises de l'importance de comprendre cette architecture taïwanaise, de suivre ces grands courants architecturaux. Et bien l'un de mes bâtiments préférés, que je cite assez souvent, c'est certainement le mémorial de Sun Yat-sen à Taipei, qui va mêler une forme de brutalisme, de modernisme disons plutôt, d'influence architecturale de style rétro-chinoise, influencée fortement par les palais de dynastie Ming ou Qing. Et effectivement, à l'époque, Chiang Kai-shek, alors le à la tête du gouvernement taïwanais, proposa à l'un des plus grands architectes taïwanais de l'époque, Wang Darong, de réaliser ce bâtiment. Or, le constructeur était connu justement pour son modernisme, mais a dû aller chercher des influences de bâtiments construits sous des dynasties chinoises, c'était la commande, et tout ça pour un hommage à l'une des plus grandes figures fondatrices de la République de Chine, donc en rupture avec les dynasties. Donc c'est un comble qui résume pour moi la complexité de la lecture de l'architecture taïwanaise, surtout à cette époque. À ça, il faut ajouter que durant les années 50 à 80, eh bien, l'utilisation des matériaux a été aussi de moins bonne qualité. Certains bétons ont employé le mauvais sable, ce qui a impliqué une durée de vie réduite des bâtiments. Et donc il faut envisager effectivement que le gouvernement à l'époque et beaucoup de personnes pensaient rentrer en Chine, et donc la qualité de l'architecture n'était pas forcément l'une des priorités. Alors si donc je vous reparle de cette période, c'est en lien avec l'exposition au musée des Beaux-Arts qui a eu lieu en début d'année, Modern Life Taiwan Architecture 1949-1983, avec un gros travail de présentation de bâtiments, un travail photo, mais aussi avec des plans, des maquettes, et donc on y voit des grands ensembles urbains, des gratte-ciels, des monstres du brutalisme et autres opérations. Et je trouve ça intéressant qu'un musée d'habitude dédié plutôt à de la pratique artistique, eh bien fasse de la place à l'architecture, parce qu'à Taïwan, effectivement, ce n'est pas comme en France, l'architecture n'est pas rattachée au ministère de la Culture, et donc c'est une vision peut-être un peu différente, et là ça montre aussi cet aspect-là, la place que ça peut avoir dans un musée d'art. Il y a un point intéressant de l'exposition et des grands architectes taïwanais de l'époque qui y sont présentés, c'est que beaucoup sont arrivés de Chine, beaucoup ont étudié à l'étranger, notamment aux États-Unis. Et effectivement, cette influence étrangère dans l'architecture et les villes taïwanaises, eh bien, elle est souvent évoquée par les professeurs, les chercheurs ou les architectes. Et il faut savoir qu'en plus, à l'époque, toute la bureaucratie venait donc aussi de Chine, incluant une mentalité dans les commandes et la construction. Et tout ça était forcément influencé par ces facteurs. À ça, il faut ajouter aussi un point souvent négligé, les constructeurs et les artisans présents pendant la colonisation japonaise, eh bien, ceux qui étaient à la tête, on va dire ceux qui avaient le savoir-faire, étaient souvent japonais. Eh bien, ils ont presque tous quitté le pays au changement de gouvernement, et les Taïwanais qui sont restés sur place n'ont pas forcément pu voir leur statut social s'améliorer, même s'ils détenaient un savoir-faire local taïwanais. Eh bien, ce sont plutôt les nouveaux arrivants qui ont pris le pouvoir, et donc les constructeurs qui venaient donc aussi de Chine à l'époque ont dû aussi, qui n'étaient pas forcément les meilleurs, eh bien ont aussi dû développer leurs compétences avec les années. Et donc ça a aussi créé certains problèmes dans l'architecture taïwanaise. On l'a dit, l'exposition revient habilement sur cette histoire de l'architecture avec des plans, des cartes, des photos,
de bâtiments présentés comme taïwanais. Et c'est un terme assez intéressant à souligner, hein, de voir ça comme une architecture taïwanaise, puisque ça a bien longtemps été presque un tabou dans l'architecture de parler d'architecture taïwanaise, car effectivement, si à cette époque notamment la construction de nouveaux bâtiments allait bon train, il faut dire que la destruction de patrimoine aussi, et l'exposition se concentre donc notamment plutôt sur les constructions qui ont été ajoutées durant cette période, avec une première phase à la fin des années 40, avec justement cette volonté de déjaponiser Taïwan, ou de resiniser les skylines taïwanaises. Il fallait marquer le fait que l'ancien colonisateur avait disparu, et ça se traduisait notamment dans l'architecture. Parmi les premiers besoins qui ont émergé à l'époque, c'était forcément les nouveaux logements, alors forcément d'abord pour les gradés et les bureaucrates, mais aussi pour les centaines de milliers de personnes qui sont venues avec l'armée du KMT, qui sont arrivées notamment en grande partie de Chine après 1949, quand les communistes ont remporté la guerre civile, les communistes de Mao Zedong. Donc il y a des centaines de milliers de Chinois, donc du KMT, qui sont arrivés à Taïwan. L'un des premiers bâtiments de cette époque fut une succursale de la Taiwan Bank à Kaohsiung, qui était achevée en 1947. Il faut imaginer une masse de béton de 3 étages avec un toit de style chinois en tuiles vertes. C'est assez symbolique de cette nouvelle tendance, qui est citée comme rétro-chinoise par les commissaires de l'exposition. Donc rétro-chinoise, on peut essayer de comprendre ça comme un mélange, on va dire, de modernisme peut-être et de nostalgie. Justement, et ça va beaucoup inspirer de nombreux monuments majeurs à Taïwan, le Grand Hôtel, que vous connaissez certainement, mais aussi les grandes salles de concert et le Théâtre National, qui sont en face aujourd'hui du mémorial de Chiang Kai-shek. Et durant cette période, eh bien, le gouvernement qui s'assure les pleins pouvoirs et maîtrise les contestations avec une répression sanglante, mais aussi la loi martiale, va mettre en avant ces grandes ambitions de construction architecturale, et ça va se traduire par ce style-là. Alors, ce style d'architecture qui, comme je le disais, est souvent présenté comme néo-impérial ou de style palais, et bien justement parce que ça s'inspire des conceptions de palais des dynasties Ming, Qing. Alors c'était le 14e ou du 14e on va dire au 17e siècle et du 17e au 20e. Sans rentrer dans les détails de cette architecture, il y a dans l'influence de ces styles de palais, il y a une importance de la symétrie dans le plan du bâtiment, mais aussi dans la conception des façades. Tout ça pour une logique d'harmonie architecturale, mais avec aussi forcément des éléments iconiques qui font tout de suite penser à la construction chinoise, qui sont les toits, avec plusieurs pans. Il y a des tas de toits, on ne va pas rentrer dans les détails encore une fois, mais aussi ces impressionnants fondations massives, c'est des murs aussi massifs, avec donc les toits à plusieurs pans, avec des tuiles vernies, qui est un élément majeur et reconnaissable, mais aussi beaucoup d'avant-toits, la plupart qui sont souvent maintenus et soutenus par des colonnes, là aussi généralement beaucoup travaillées, mais qui dans ces styles, on va dire néo-impériaux, étaient peut-être un peu plus sobres. À cela, il faut ajouter une rupture majeure dans l'utilisation des matériaux. Forcément, dans le passé, on utilisait beaucoup plus la pierre et le bois. Et là, le béton et l'acier, des techniques, le béton armé notamment, une technique qui avait été importée à Taïwan par les Japonais eux-mêmes, va être beaucoup utilisée pour faire du coup des architectures beaucoup plus imposantes, beaucoup plus grandes. On a par exemple cité le mémorial de Sun Yat-sen, mais si vous êtes déjà allé à Taïwan, ou si vous avez déjà entendu parler de Taïwan, vous connaissez forcément un bâtiment de l'architecte Yang Cho-cheng, qui est le Grand Hôtel, qui se trouve à Taipei dans l'arrondissement de Zhongshan. C'est certainement l'un des bâtiments les plus iconiques du pays encore aujourd'hui, qui fait tout de suite penser à Taïwan. Il est inspiré de la salle de l'harmonie suprême de la cité interdite de Pékin, mais aujourd'hui il est toujours important. Ça a d'ailleurs été jusque dans les années 80 le bâtiment le plus haut de Taïwan. Et même si aujourd'hui, quand on pense à un bâtiment très haut à Taïwan, on pense forcément à la Taipei 101, eh bien il faut savoir que des années 70 aux années 80, c'était celui-ci qui était, on va dire, le plus iconique de la skyline taïwanaise. Il y avait dans cette volonté d'une architecture rétro-chinoise une idée assez forte, c'était que le gouvernement, eh bien forcément, voulait rappeler au monde que Taïwan était un gouvernement légitime de la Chine, que c'était le gouvernement de Chiang Kai-shek qui était le gouvernement donc justement légitime, contrairement au gouvernement de Mao Zedong. Et c'est pour ça, on l'a parlé du mémorial de Sun Yat-sen, c'est effectivement pour ça que Chiang Kai-shek à l'époque avait autant insisté pour avoir un style, on va dire, de palais chinois, alors que finalement Sun Yat-sen était vraiment un symbole de la rupture avec ce passé de la Chine traditionnelle.
L'exposition, mais aussi d'autres influences aussi de l'architecture taïwanaise dans ces années-là. On peut citer l'influence de l'aide américaine. Alors, on avait déjà parlé une fois dans une précédente émission, je vous renvoie vers celle-ci, des 10 grands projets qui avaient été portés par le fils de Chiang Kai-shek, Chiang Ching-kuo, qui dans les années 70 avait porté des grands projets de centrales nucléaires, d'autoroutes, d'infrastructures ferroviaires, ou encore de grands ports. Eh bien, il faut savoir que les agences américaines, via des programmes d'aide des années 50 à 60, ont beaucoup soutenu le gouvernement taïwanais, notamment dans la construction, et interagissaient, les agences américaines, avec le gouvernement taïwanais et beaucoup de départements du gouvernement. Alors forcément, dans une aide comme celle-ci, eh bien, il y a des directives qui vont souvent avec une aide, et les Taïwanais se sont retrouvés à devoir gérer parfois des plans ou des schémas d'architecture en anglais, et donc ont dû aussi développer tout un tas de normes et de règles qui n'étaient pas forcément des règles connues à Taïwan et qui venaient des États-Unis. Donc ça a eu aussi une influence dans la logique de construction qu'on peut trouver à Taïwan et donc dans les bâtiments. Autre influence forcément majeure, celle, on va dire, intellectuelle. Beaucoup d'architectes taïwanais, comme on l'a dit, venaient de Chine, mais beaucoup ont étudié aux États-Unis. Et donc forcément, eh bien, les écoles américaines ont influencé la pensée. Et on peut aussi citer un architecte français comme Le Corbusier, qui a aussi beaucoup influencé les architectes taïwanais. Mais certainement l'un des plus influents, ça a été le cas aussi en France, c'était Walter Gropius, avec son école allemande du Bauhaus dans les années 20 à Berlin. Eh bien, il est allé aussi aux États-Unis dans un groupe dans les années 40, il a fondé un groupe, The Architects Collaborative, et au sein de cette école de pensée, on va dire, il y avait 3 architectes taïwanais, qui sont des architectes majeurs de cette période de la construction d'après-guerre. On peut citer Chiang Chih-kwan, Chang Chao-kang ou encore Wang Da-hong. Alors vous les connaissez certainement, mais via des bâtiments plutôt qu'ils ont réalisés. On va dire que le premier a réalisé l'aéroport de Taipei-Songshan. Le second, eh bien, lui a été étudié à avec Gropius à Harvard et collaboré avec l'architecte du Louvre, Yao Ming-pei. Et le dernier, Wang Da-hong, eh bien, c'était l'un des architectes modernistes les plus connus certainement à Taïwan. Et donc il est connu pour le Sun Yat-sen. Voilà, donc cette architecture moderne chinoise est beaucoup mis en avant, elle a été beaucoup mise en avant dans l'exposition, et effectivement elle apprend beaucoup de choses sur les influences gouvernementales et sociales qu'ils peuvent avoir dans l'architecture. Donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans la présentation de cette exposition. Il y a des choses quand même qui méritent aussi d'être évoquées, c'est qu'il y a eu dans cette période aussi les premières grandes vagues de logements publics qui ont été construits à Taïwan. Attention, pas logement social, c'était du logement qui était destiné à la vente, avec des grands ensembles quand même de logements qui sont aujourd'hui en plus ou moins mauvais état. Et puis il y a aussi des grands immeubles de construction, on va dire, d'habitat privé sur 4 ou 5 étages en béton qui ont aussi été construits dans ces années-là, qui sont un peu aujourd'hui des espèces de symboles de l'architecture taïwanaise, même si on ne s'en rend pas compte, c'est une architecture peut-être un peu négligée, mais qui sont aussi très identitaires et qui représentent aussi beaucoup l'évolution des villes taïwanaises. Ce sont des bâtiments, moi, que j'aime beaucoup, avec ces magnifiques cages d'escalier, avec chaque étage séparé pour 2 appartements, avec généralement des balcons, sur 4 ou 5 étages, une taille humaine parfaite quasiment dans ces villes taïwanaises. Et bien ces bâtiments-là ont aussi été construits en grande partie dans ces années-là. Et il faut noter que les grands immeubles de bureaux et d'appartements, eh bien, sont plutôt apparus à la fin des années 70 et 80. Et c'est à partir des années 80, on va dire que les gratte-ciel ont commencé à définir les villes taïwanaises et ont commencé à fleurir un peu partout à Taïwan. Et donc c'est plus tout à fait la même époque de construction et de l'histoire de l'architecture taïwanaise. Et on pourra peut-être faire certainement un peu une émission sur cette transition qu'il y a eu à la fin des années 80. Merci auditeurs et auditrices d'avoir suivi cette émission sur l'architecture taïwanaise dans le cadre de La Ville en pratique. C'était Clément Tricot. Vous le savez, abonnez-vous au podcast, ça permet de faire vivre l'émission. Moi je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouveaux épisodes de La Ville en pratique ou de Relations Taïwan-France. A bientôt, portez-vous bien.